Thank you. Donc, pour reprendre un tout petit peu là où j'étais rendue, j'étais en train de rappeler que nous devons remercier, mais vraiment témoigner toute notre gratitude à Partners qui a eu cette idée, à tout le corps militaire et toute la famille qui est en train de célébrer le général Cissé sous toutes ses dimensions. Alors, dans ce panel 4, qui est la place et rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et la sécurité, nous avons le privilège d'avoir un panel de choix très diversifié. Et je commencerai par citer M. Anatole Ayessi, qui est le directeur de cabinet du représentant spécial et du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et au bureau régional des Nations unies de l'Afrique centrale. Nous avons le général 2 étoiles, M. Babacar Gaye, qu'on ne présente plus, ancien Saint-Syrien et camarade du général Cissé. Il a été chef d'état-major général des armées du Sénégal et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RCA. J'ai le privilège et l'honneur et une grande fierté de vous présenter notre troisième panéliste, qui n'est autre que le professeur Olivier Delas, qui est le directeur de thèse de la fondatrice de l'Observatoire, Madame Deïdé Ndobandiaye, professeur Deïdé Ndobandiaye, professeur des immigrations à l'UQAM, que je salue au passage. Professeur Delas est un spécialiste du droit international et européen. Il est membre du comité scientifique d'OMIRAS, mais il est plus que ça, c'est un des piliers qui nous ont aidés et encadrés pour réaliser ce travail. Nous aurons en quatrième position Madame Kamisa Camara. Elle n'est plus à présenter. C'est une experte principale sur le Sahel au United Institute of Peace. Elle est l'ancienne secrétaire générale et la ministre à la présidence du Mali, ministre des Affaires étrangères. Nous la saluons, elle nous joint depuis Washington. Et j'ai oublié de vous rappeler aussi que le professeur Delas intervient depuis la ville de Québec, dans la province du Québec au Canada. Et moi-même, je vous contacte depuis le West Island au Canada. Et le général Gaye est en présentiel au Sénégal. Et pour reprendre ma présentation, je vous présente l'illustre homme de terrain, le doyen Al Luntin, qui est le président fondateur d'Africa Jom Center, mais qui a été pendant des années le leader d'Amnesty International en Afrique. Voilà, je vous remercie pour votre présence et en raison du retard qu'on nous a demandé de rattraper et vu la pertinence du sujet et pour donner la chance à tous les participants qui voudraient poser des questions qu'on les éclaire, j'aimerais vous demander, chers panélistes, qu'à chaque fois que je vous nommerai, vous allez faire votre présentation et vous aurez à peu près 15 à 20 minutes pour pouvoir nous faire votre exposé. Libre à vous si vous écourtez le temps, afin qu'on puisse faire une synthèse et échanger avec le public. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous conviendrait, madame et monsieur les panélistes? À vous. Okay. On vous écoute, général. Très bien, je vous remercie. Je remercie le général Mohamedou Keïta et madame Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye d'avoir invité l'Association des anciens élèves sénégalais de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr à prendre part à ce colloque international en reconnaissance et en hommage à la mémoire du général Lamine Cissé, Saint-Cyrien comme chacun le sait. Je suis honoré de représenter la Saint-Cyrienne Sénégal dans ce panel consacré à la place et au rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité. Le 2 juin 2016, lors d'un meeting préélectoral à San Diego, Madame Hillary Clinton, évoquant le dossier iranien, déclarait, je la cite, « La diplomatie est souvent le seul moyen d'éviter un conflit qui pourrait finir par coûter beaucoup plus cher. » Fin de citation. Le lien antinomique entre diplomatie et guerre que Mme Clinton souligne avec la conviction d'un ancien secrétaire d'État correspond bien à l'idée générale que nous nous faisons de la diplomatie. C'est au demeurant ce que confirme Philippe Caillé
dans sa définition de la diplomatie contenue dans son ouvrage sur le droit diplomatique contemporain paru en 1962. La diplomatie, écrit-il, est, je cite, la manière de conduire les affaires extérieures d'un sujet de droit international à travers des moyens pacifiques et principalement la négociation. Fin de citation. Mais 60 ans en arrière, Caillé évoque déjà une nouvelle diplomatie marquée entre autres par de nouveaux acteurs. Il est donc fort à propos, notamment au regard des crises et des conflits sur notre continent, d'évaluer la place et le rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité. L'idée que je voudrais partager avec vous cet après-midi est que la diplomatie reste certainement irremplaçable dans son rôle d'alternative à la guerre, mais que sa place dans la promotion de la paix et de la sécurité a été relativisée par les politiques des États et la multiplication des acteurs. Après avoir analysé les succès de la diplomatie dans son rôle d'alternative à la guerre, j'étudierai l'impact des politiques des États et de la multiplication des acteurs sur la place de la diplomatie. L'alternative à la guerre demeure le domaine privilégié de la diplomatie, dont les succès ont été favorisés par le développement des organisations internationales et le mouvement des idées. C'est à la diplomatie que l'on doit que l'idéal de paix entre les nations, à l'origine en 1920 de la Société des Nations, se traduise dans les premiers mots de la Charte des Nations Unies. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. C'est encore la diplomatie qui fait de la guerre froide une période de paix armée, favorable en Europe au passage d'un paradigme de puissance à un paradigme de prospérité. C'est enfin la diplomatie qui favorise l'éclosion de la valeur transcendante du XXe siècle, à savoir les droits de l'homme. La diplomatie est donc, comme le dit Pearson-Dickson, je le cite, destinée à concilier les intérêts opposés des nations grâce à des mécanismes de négociation pacifique. Fin de citation. L'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense entre les États de la CEDEAO et le Togo, signé le 9 juin 1977 à Yamoussoukro, procède de la conciliation des intérêts bien compris des États signataires. La diplomatie a aussi une fonction normative, mise en œuvre par exemple par la CEDEAO lorsqu'elle adopte le 4 juin 2016 à Dakar le cadre politique pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est que la fin de la guerre froide a exacerbé les dysfonctionnements au sein de nos jeunes États et entraîné une multiplication des conflits internes. La diplomatie y répond d'une part avec de nouveaux mécanismes de résolution de conflits tels la médiation, la conciliation ou encore l'arbitrage, et d'autre part par un regain de confiance en la capacité des organisations internationales à prévenir et gérer les crises. Au fameux discours du 6 mars 1991 du président Bush sur le nouvel ordre mondial, la diplomatie répond par la revitalisation de la diplomatie préventive qui vise, selon l'agenda de la paix de Boutros Ghali, je cite, à éviter que des différends ne surgissent entre les parties, empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert et si un conflit éclate, faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. La diplomatie joue donc un rôle prépondérant d'alternative à la guerre, grâce notamment à sa fonction normative et à ses nouveaux outils favorisés par le développement des organisations internationales. Mais la diplomatie n'en bute pas moins sur les positions que les États défendent sur la scène internationale à l'appui de leurs intérêts. En effet, si la diplomatie a éradiqué le fléau de la guerre entre les États du Nord, elle n'a pas pu empêcher qu'un monde profondément injuste ne favorise la prolifération des conflits au Sud. Les idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ont été vite rattrapés par des clivages chrysogènes. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui, comme le souligne le professeur Louis Sabourin, je le cite, ont conçu et défini le développement et le sous-développement en s'inspirant de critères à caractère quantitatif. Fin de citation. Dès lors, la diplomatie bute sur ce que le professeur Bertrand Badi nomme le minilatéralisme, en soulignant que le G7 est aussi perçu comme le G-186, c'est-à-dire moins les autres États du monde. Cette diplomatie de l'exclusion économique
trouve son pendant politique dans une diplomatie du deux poids, deux mesures? Comment les Palestiniens, dont notre pays a toujours présidé le Comité pour la défense des droits inaliénables, peuvent-ils croire en un monde juste alors que les résolutions des Nations unies les concernant restent lettres mortes? Le monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés par toutes les nations, que le président Bush appelait de ses voeux après la guerre du Golfe, est en fait le monde du monopole nucléaire de quelques États et le monde du statu quo sur la composition du Conseil de sécurité. Ces clivages économiques et politiques sont des lignes de fracture accentuées par les débats actuels sur l'islamophobie, le racisme, voire les excuses et les réparations dues à ceux, pour reprendre Césaire, ceux que l'histoire violenta. La place de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité souffre donc de ce qu'elle s'exerce dans un monde interdépendant, mais où la force dicte le droit et oriente la solidarité. Il n'est donc pas surprenant que de nouveaux acteurs apparaissent dans le champ diplomatique. La diplomatie a connu en effet un élargissement de son champ d'action et une multiplication de ses acteurs, relativisant de ce fait sa place dans la promotion de la paix et de la sécurité. Tout d'abord, la diplomatie a perdu le monopole qu'elle détenait dans son rôle d'alternative à la guerre. Les parties en conflit n'hésitent pas à recourir à des acteurs non étatiques dont l'impartialité leur paraît moins sujette à caution que celle des États, voire des organisations internationales. Ainsi, la communauté Sant'Egidio a-t-elle joué un rôle non négligeable dans l'accord de Rome de 1992, mettant fin à 15 ans de guerre civile au Mozambique. Au demeurant, Kofi Annan constatait cette intrusion de nouveaux acteurs dans le jeu diplomatique en avançant le néologisme de diplomatie polylatérale. En effet, les ONG, s'appuyant sur le concept de sécurité humaine défini par Kofi Annan lors du sommet du millénaire, ont pris une place prépondérante dans la promotion de la paix et de la sécurité. Une fondation européenne installée à Dakar n'avance-t-elle pas dans sa page d'accueil que son action vise, entre autres, je cite, à contribuer à une gestion pérenne de la paix et de la sécurité, fin de citation. C'est que l'émergence et l'affirmation d'une société civile globale a élargi le périmètre des acteurs de la paix et de la sécurité. Les femmes et les jeunes sont devenus des vecteurs de changement ciblés par les ONG et reconnus par les Nations unies. À cet égard, le rapport du Conseil de sécurité présenté en mars 2020 sur les jeunes, la paix et la sécurité a été établi suite à la résolution 2250 de 2015 qui reconnaissait le rôle essentiel des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la pérennisation de la paix. Les acteurs non étatiques ont donc largement dépassé le rôle consultatif que leur conférait l'article 71 de la Charte des Nations unies, ou plus près de nous, la décision du Conseil de l'Europe de 2003. Ces acteurs ont pris une place significative dans la promotion de la paix et de la sécurité à la faveur de l'émergence d'une société civile globale, fruit du mouvement des idées. Il me reste à conclure. Au lendemain du second conflit mondial, l'idéal de paix et de sécurité que les peuples libres avaient demandé à leurs dirigeants de traduire en une charte consacrait le rôle prépondérant de la diplomatie classique dans sa fonction d'alternative à la guerre. Le multilatéralisme d'après-guerre portait en germe le passage progressif d'une logique de puissance des États à une logique d'interdépendance entre les États. Cette amorce du déclin des États intervint dans un monde rendu injuste par l'égoïsme de ces derniers. Dans ce cadre, marqué au nord par la chute du mur de Berlin et au sud par des conflits internes, la diplomatie a perdu le monopole qu'elle exerçait sur la promotion de la paix et de la sécurité. À la faveur de l'émergence d'une société civile globale et de la définition du concept de sécurité humaine, de nouveaux acteurs non étatiques ont pris une place significative dans la promotion de la paix et de la sécurité. L'ambition de Partners West Africa d'être un leader dans la promotion de la gestion inclusive de la sécurité nous en fournit un heureux exemple. Je vous remercie. Je vous remercie, mon général. Mes respects pour cette présentation qui est plus qu'un cours magistral, pertinent et qui prend des points essentiels. Notamment, vous avez évoqué le point de la diplomatie comme alternative de la guerre en citant
d'illustres passages et personnalités publiques, notamment Madame Hillary Clinton ou encore l'ancien secrétaire des Nations Unies, M. Boutros-Ghali. Vous avez parlé de la diplomatie dépréciée par les politiques des États, qui nous réfère un tout petit peu à l'intervention de ce matin du professeur Diallo, que je suggère d'ailleurs fortement à tous ceux qui ont manqué ce panel inaugural d'aller se ressourcer en matière d'éthique et de droit, qui sont quand même la base pour parler du rôle de la diplomatie. Et vous nous avez parlé aussi de ces nouveaux acteurs qui, en quelque sorte, amènent la diplomatie unilatérale, je cite, tel que l'a évoqué Kofi Annan. C'est un néologisme qui est vraiment qui est devenu courant dans le jargon. Donc, la diplomatie sous différentes formes, que ce soit la diplomatie de terrain, de proximité ou préventive, vous les avez évoquées, nous vous en remercions. Tout de suite, je vais passer la parole à M. Ayassi, qui a un défi à relever de par la concision, la précision et l'éloquence du général. Donc, c'est à vous, M. Ayassi. Merci d'être parmi nous. Je suis à la fois ému et honoré de participer à cette importante conférence organisée en l'honneur du général Lamine Cissé. Très tôt dans le début de ma carrière, le général Cissé m'a pris sous son aile, il m'a encadré, j'ai bénéficié de ses conseils et jusqu'à son dernier jour, son assistance et son soutien ont toujours été un vecteur d'action et de courage pour moi. Donc, merci beaucoup. Je vais être concis parce que le général a déjà fait un exposé magistral sur le concept de diplomatie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis également, le cours du professeur Massaya Diallo ce matin a repris certains des éléments que je voulais développer ici. Ce qui fait que je vais tout simplement essayer d'énoncer en bullet point certaines des questions qui n'ont pas été abordées dans ces deux exposés, en espérant que pendant la séance de questions, on pourra aller plus en profondeur dans l'analyse du sujet. L'idée que je veux développer ici, c'est que la diplomatie est importante pour la paix et son rôle est déterminant. Mais le modèle de diplomatie préventive qui est notre guide dans la gestion des crises et de résolution des conflits depuis 50 ans a atteint ses limites. Et parce que ce modèle a atteint ses limites, il faut qu'on pense à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est ce que j'essaie d'appeler modestement ici, la diplomatie préventive avec une dimension africaine. Pour montrer que le modèle de diplomatie préventive en cours, en action depuis 30 ans, a atteint ses limites, je prends juste 3 exemples. Tout le monde se rappelle qu'au début des années 90, nous avons inventé ce formidable outil de gestion des États qu'on appelait les transitions démocratiques. Et pendant une vingtaine d'années, ces transitions ont fonctionné de manière encourageante, au point où le fait d'organiser des élections démocratiques dans certains États était devenu un acquis. Si on suit l'actualité de ces 3, 4, 5 dernières années, nous nous rendons compte que certains des États qui étaient très, très avancés au niveau de l'organisation des élections ont aujourd'hui reculé de plusieurs années. Kofi Annan avait l'habitude de dire que par rapport à ce phénomène, dans certains pays, on a l'impression que plus on organise des élections et moins on a des démocraties, alors que les élections sont censées être un facteur de promotion et de consolidation de la démocratie. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et contre ce phénomène aujourd'hui, la diplomatie préventive, telle qu'elle est pratiquée depuis plusieurs décennies, n'a vraiment pas de solution. Le deuxième point, c'est la lutte contre le terrorisme. Peut-être jamais on a consacré autant d'efforts et de ressources et d'énergie dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, la menace est toujours là et elle se propage. Depuis 2 mois, vous suivez les très mauvaises nouvelles qui viennent du Mozambique.
et avec des craintes aujourd'hui que la région des Grands Lacs et d'Afrique centrale, en deçà du bassin du lac Tchad, est menacée. Le troisième point, c'est les opérations de maintien de la paix qui sont très bien connues du général ici. Nous avons aujourd'hui une très forte concentration des opérations de maintien de la paix en Afrique. Je voudrais rappeler entre parenthèses que Kofi Annan disait que la diplomatie préventive a pour objectif la prévention des conflits violents et la gestion pacifique des conflits. Et il disait qu'une fois que nous avons eu une opération de maintien de la paix sur place, la diplomatie préventive a échoué. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les opérations de maintien de la paix pouvaient nous permettre de sortir des crises. Aujourd'hui, honnêtement, dans certains pays, quand nous regardons le temps que nous avons passé dans certains pays en tant qu'opération de maintien de la paix et le travail qui reste à faire, personne ne peut dire, personne ne peut donner des délais quand est-ce que l'opération prendra son terme. Ce qui est différent des opérations qu'on a eues, par exemple, au Libéria en Sierra Leone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a appelé les nouvelles opérations que nous avons aujourd'hui des opérations de maintien de la paix avec un mandat arbre de Noël. Voici ce qui se passe, les opérations de maintien de la paix vont sur le terrain avec un certain mandat, et plus les difficultés se multiplient, et plus on ajoute des tâches aux opérations de maintien de la paix. Et dans sa citation, M. Gutiérrez dit, on a pu comptabiliser qu'on demandait à certaines opérations de maintien de la paix de remplir jusqu'à 209 tâches. Et aucune opération de maintien de la paix ne peut remplir ces 209 tâches. Donc, par rapport aux transitions démocratiques et à l'organisation des élections, notamment présidentielles démocratiques, par rapport à la lutte contre le terrorisme, par rapport aux opérations de maintien de la paix, nous avons l'impression que le modèle a épuisé ce qu'il pouvait donner et que nous devons aller au-delà. Pour aller au-delà, travailler sur ce nouveau modèle de diplomatie préventive à l'africaine, je suis allé dans les sources même de la diplomatie continentale. Quand on lit les discours qui ont été prononcés par les chefs d'État africains, les pères de l'OUA, malheureusement, c'était tous des chefs d'État hommes, nous nous rendons compte que la préoccupation de la paix et de la prévention de la guerre est à la base même de la mise en place de l'unité africaine. Je vais vous donner juste quelques citations. L'empereur Haïlé Sélassié, ça c'est la conférence de création de l'OUA en 1963, l'empereur Haïlé Sélassié dit, je cite, « Nous sommes réunis ici pour jeter les bases de l'unité africaine qui constituera le fondement du développement futur de notre continent dans la paix. » Le président Senghor, par cette unité que nous institutions, l'Afrique sera un facteur de paix. Cette paix sans laquelle aucune civilisation n'est possible. Le président Bourguiba, nous sommes ici pour la défense de la paix. La paix, pourquoi? Pour le bien-être des populations africaines. Ainsi de suite, le président Houphouët-Boigny, j'ai une cinquantaine de citations où tous les chefs d'État reviennent sur le fait qu'il nous faut créer l'unité africaine pour promouvoir la paix afin que la prospérité et le bien-être des populations africaines soient quelque chose de réel. Alors, par rapport à ce nouveau modèle de diplomatie préventive à l'africaine, il existe quelques principes que je n'invente pas, qui ont été énoncés dans les principaux discours, les principales déclarations, les principales résolutions des institutions africaines, continentales et sous-régionales, dont la CEDEAO. Le premier principe, c'est la paix comme fondement et comme ciment de tout progrès en Afrique. Je viens de citer les discours des pères fondateurs. Le deuxième principe, c'est qui est très important, étant donné la place du partenariat international dans le maintien et le rétablissement de la paix en Afrique. Les pères fondateurs de l'OUA nous disent la paix en Afrique est indissociable de la paix dans le monde. Donc, défendre la paix en Afrique, ce n'est pas un acte de bon samaritain, c'est un acte de bon sens qui va consolider la paix dans le monde. Le troisième principe, le professeur Massaer Diallo l'a mentionné tout à l'heure, le général vient de mentionner aussi, c'est la primauté de l'humain. Pourquoi voulons-nous la paix? C'est pour que les autres êtres humains vivent heureux. Donc, comme l'a dit le professeur Massaer Diallo dans son cours tout à l'heure, aucune valeur, aucune norme ne doit être au-dessus
de la vie humaine. Et Kofi Annan dit, chaque fois, et ça, Kofi Annan de l'après-Rwanda, après Bosnie, chaque fois qu'il y aura un conflit entre sauver les vies humaines et respecter la règle de droit, notamment la souveraineté, nous devons sauver les vies humaines et prévenir les atrocités de masse. Il a publié un bel article dans The Economist qui s'appelle « Le principe de deux souverainetés ». Il y a la souveraineté nationale, il y a la souveraineté de l'être humain. La souveraineté de l'être humain est au-dessus de la souveraineté nationale et la souveraineté nationale sert les intérêts de l'être humain. Maintenant, ça c'est au niveau des discours. Au niveau même de l'acte constitutif, des constitutions des organisations que nous mettons en place en Afrique depuis 60 ans, la préoccupation de la paix est au centre de ces organisations. On se demande pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, on n'a pas pu avoir une structure formelle, fonctionnelle par rapport à cette préoccupation. C'est-à-dire un certain gap entre les discours et la réalité sur le terrain. Je vous rappelle que la charte de l'OUA rappelait ce principe fondamental de paix comme base de tout progrès et énumérait également les limites dans lesquelles, à l'intérieur desquelles cette unité et cette paix doivent prospérer. Et la première limite, c'était le respect de la souveraineté nationale. La deuxième limite, c'était la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En 2000, les chefs d'État africains créent une nouvelle organisation, l'Union africaine. Et pour montrer que l'Afrique s'adapte au nouvel esprit, les chefs d'État africains reviennent sur le respect de la souveraineté comme principe fondamental de partenariat entre les États membres de l'Union africaine, et ils ajoutent ceci, la non-ingérence devient relative. L'acte constitutif de l'Union africaine dit les objectifs de l'Union africaine sont de réaliser une plus grande unité, solidarité des pays africains et des peuples africains, accélérer l'intégration, promouvoir la paix. Maintenant, les principes. L'Union africaine interdit le recours à la force. L'Union africaine respecte la non-ingérence. Cependant, le respect de ce principe est subordonné au respect des droits de l'homme. Notamment, l'Union africaine nous dit le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit de la bonne gouvernance sont à respecter par tous les États membres. L'Union africaine a le droit d'intervenir chaque fois qu'il est prouvé que cette condition d'état de droit de respect des droits de l'homme est violée et qu'il y a une menace. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a une menace d'atrocité de masse. Menace d'atrocité de masse, l'intervention est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Donc, nous partons du principe absolu de souveraineté de non-ingérence à un principe relatif et au respect de la théorie de la double souveraineté de Kofi Annan et respect de non-ingérence tel que le général l'a mentionné tout à l'heure. Maintenant, la diplomatie préventive à l'africaine, quand on lit les textes, on se rend compte que c'est une diplomatie qui va au-delà de la diplomatie classique. Déjà au niveau des acteurs, évidemment les acteurs de ce matin, les populations, les intervenants de ce matin ont développé cette dimension. La diplomatie ne se fait plus uniquement avec les diplomates. Les diplomates deviennent l'un des acteurs essentiels de la diplomatie préventive. La multiplication des acteurs, les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile, les chefs communautaires, les chefs religieux, tous ces acteurs-là participent à la promotion et à la mise en action de la diplomatie préventive pour une paix durable. Il y a également un ajustement au niveau même de la définition de la paix. La paix n'est plus tout simplement cette rupture, la guerre n'est plus tout simplement cette rupture de paix qui demande qu'on intervienne pour établir la paix.
Kofi Annan nous dit la paix n'est possible que dans des sociétés politiquement saines. Et il définit une société politiquement saine comme basée sur 3 piliers, le développement économique et social, l'état de droit et les droits de l'homme. Maintenant, pour conclure, comment est-ce que nous avançons à partir de ces fondements qui avaient déjà été définis par les responsables politiques africains et qui ont été développés dans plusieurs ouvrages, plusieurs articles par les académiques. Je dois dire que pour le moment, l'action sur cette nécessité de définir une diplomatie préventive spécifiquement africaine n'est pas très avancée. Il y a comme je l'ai dit, il y a des analyses parcellaires, il y a des interventions, il y a plusieurs éléments qu'il faut relire, synthétiser et mettre en cohérence et proposer un schéma. Peut-être puisque, à l'honneur du général Lamine Cissé, ce colloque aura une suite, peut-être c'est une réflexion qu'on peut amorcer ici, aujourd'hui, et avec tous ceux qui sont ici et tous ceux qui travaillent sur ce sujet, comment sortir de cette impasse de diplomatie préventive des dernières années qui n'arrive plus à nous sortir des conflits et bâtir une diplomatie préventive spécifiquement africaine avec les valeurs africaines et les normes à l'africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ayassi. Et nous en avons beaucoup appris concernant l'importance de la diplomatie. Donc, vous nous parlez de l'échec de la diplomatie préventive. Comme vous le dites si bien, elle a atteint ses limites dans la dimension africaine. Il est temps qu'on prenne nous-mêmes nos responsabilités au lieu de copier des concepts qui ne s'adaptent pas forcément aux réalités. Tantôt, on m'a signalé qu'on ne m'entendait pas bien. Est-ce que vous me recevez? Merveilleux. Donc, vous avez parlé de la diplomatie préventive à la sauce africaine en nous donnant des faits très, très, très pertinents. Vous avez parlé aussi de cette menace qui est le terrorisme et qui impacte sur la stabilité des pays et qui peut perturber aussi le déploiement de la diplomatie. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses à la fois, du maintien de la paix, des problèmes mécaniques auxquels les gens pouvaient être confrontés, parce qu'on s'entend que lorsque quelqu'un est en mission et qu'on lui demande de remplir comme 209 tâches, c'est quasi irréaliste où il va choisir certainement selon les priorités. Et en plus, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, comme la lecture de l'environnement, du milieu social, etc. Vous avez évoqué des grands hommes et effectivement, en voyant les pères fondateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, excusez-moi le lapsus, que ce soit Haïlé Sélassié, M. Bourguiba, Senghor ou encore Kadhafi, pour ne citer que ces gens-là, nous avons régressé. Et vous avez parlé aussi de cette régression de manière très subtile dans les principes fondamentaux de la paix qui sont indissociables à la stabilité mondiale. Parce que quoi qu'il arrive en Afrique, tout le monde va le sentir parce que non seulement il est dit de par les ressources et le potentiel, l'Afrique est le continent de l'avenir, mais aussi il faut se rappeler que l'Afrique est en relation avec tout le monde et la notion de territorialité est devenue très poreuse avec Internet et bien d'autres affaires. Donc, avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je voulais juste vous rappeler aussi la pertinence de votre approche, Monsieur Ayassi, parce que Monsieur Omar Seck, le directeur de l'Union européenne et l'ACP, le secteur privé, rappelait que si l'Afrique, de tous ses États, était fédérée, il serait la 8e puissance mondiale. Donc, nous vous remercions encore une fois et tout de suite, je vais passer la parole au professeur Olivier Delas pour son intervention. C'est à vous, professeur. Un moment, professeur, nous allons vous débloquer votre micro, nous ne vous entendons pas. Diana? Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Mon général, chers collègues, mesdames, messieurs,
Je voudrais avant tout remercier le général Gaye et mon collègue, le professeur Haïdar Ndiaye, pour leur invitation à participer à cette conférence en l'honneur du général Lamine Cissé. Un thème de choix et d'actualité en ce mois d'avril 2021 où nous fêtons les 60 ans de la Convention relative aux relations diplomatiques. Avant de débuter mon propos, j'aimerais également remercier Mme Ndiaye pour le fait qu'elle m'ait guidé dans toutes ces méandres administratifs pour être parmi vous aujourd'hui. Et bien évidemment, d'ailleurs, je tiens à souligner, Mme Ndiaye, vous m'accordez beaucoup trop de crédit dans ce qui s'est passé à l'OMIRA. La colonne vertébrale de l'OMIRA, ça a été toujours la professeure Ndiaye, que je remercie, et qui n'est plus, je ne suis plus son directeur de thèse, j'ai le plaisir d'être son collègue, et je tiens à la remercier parce que sans elle, probablement que vous ne me connaîtriez pas. C'est une chercheure remarquable qui est maintenant écoutée et lue tant chez vous, mais surtout aussi en Amérique du Nord et en Europe par les plus grands. Et j'ai eu le plaisir de la diriger avec le professeur et François Crépeau, à l'époque, alors qu'il exerçait cette direction, représentant spécial des Nations Unies pour les droits des migrants. Excusez-moi de vous interrompre. Vu le contexte et l'environnement, il est important de préciser, parce que moi aussi je suis Madame Ndiaye, on parle de Madame Ndeye Ndiaye, la fondatrice de l'OMIRAS, et moi je suis Charlène Rokhaya Ndiaye, la cofondatrice d'OMIRAS. Merci. Oui, j'ai été un peu vite. J'ai dit, pour être bien sincère, expliquer à vos collègues, on a quand même l'habitude de s'appeler par nos prénoms, ce qui fait que je glisse un peu vite sur les noms, et voilà pourquoi. Mais la professeure Djenaba Ndiaye a, je dirais, maintenant un poste à l'UQAM, et ça a été un plaisir de la diriger, mais c'est aussi pour nous, qui touchons un peu à l'immigration, et je vais en venir à mon propos, un succès incroyable de ce que le pacte des Nations Unies appelle la valeur globale de l'immigration. C'est aussi un hommage incroyable à l'université sénégalaise, parce que pour que l'on puisse construire un toit, il faut que les murs soient solides. Et je dirais que l'université sénégalaise a formé remarquablement ma collègue, la professeure Ndiaye, et que je suis très fier de pouvoir avec elle, dans des forums aussi bien européens que nord-américains et aujourd'hui africains, discuter avec elle. Alors, j'en viendrai très, très vite à mon propos parce que Charlène m'a prévenu, il n'y a pas de temps. Pourquoi, au départ, j'étais parti sur un propos en disant, tiens, je vais leur parler du juriste et du diplomate. On parle du militaire souvent et du diplomate, mais le juriste et le diplomate, c'est un peu un couple infernal, des vieux amants, parfois passionnés, parfois qui se brusquent. Et finalement, je me suis souvenu quand même, avec ma collègue, la professeure Ndiaye, que j'étais là par l'OMIRA, et je pense que dans notre 21e siècle, ce qui est souvent montré comme facteur d'insécurité, voire de rupture de la paix quelquefois, ce sont les flux migratoires, les mouvements migratoires, et tout particulièrement, selon le Nord global, les immigrants irréguliers. Alors, quand j'emploie l'expression Nord global, vous avez compris que, avec mon accent, je ne suis pas originaire du Canada ni du Québec, bien qu'il m'ait accueilli en tant qu'immigrant il y a 26 ans, et que je suis de l'autre côté de l'Atlantique, où c'est vrai, on parlait jadis des pays occidentaux. Et les Nord-Américains ont trouvé que pays occidentaux, ils ne savaient pas si c'était à l'est ou à l'ouest de cela. Donc, ils ont appelé ça les pays du Nord global. Mais la géographie s'y perd un petit peu, puisqu'on y inclut des pays du Sud, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Donc, j'ai intitulé ma conférence « Diplomatie, sécurité et paix internationale. Quelle approche pour les migrations internationales ?» En deux mots, je pense que ça ne fait pas de problème. Malheureusement, l'immigration est devenue un enjeu sécuritaire. Bien sûr, par définition, l'État souverain a le contrôle absolu et discrétionnaire de son accès au territoire, bien sûr dans le respect de la normativité internationale. Et donc, immédiatement, il y a un volet sécuritaire qui est là, présent, le contrôle de la frontière. Généralement, c'est pour ça que celui-ci est confié
au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Sécurité. Mais au tournant du XXe et du XXIe siècle, l'immigration est devenue une question sécuritaire tant nationale que internationale. C'est-à-dire que c'est devenu une priorité de sécurité nationale et ça, c'était un phénomène nouveau. Ceci tant d'ailleurs pour les pays de destination que pour les pays de transit ou d'origine. Alors, brièvement, en quelques mots, qu'est-ce qui a fait ce basculement un petit peu de l'immigration vers un enjeu ou un défi sécuritaire? Au départ, une sécurité économique, vous savez, la crise pétrolière, et le fait que l'on mette un coup d'arrêt brusque à l'immigration, il était assez relativement fréquent de voir les États européens autoriser les entreprises à aller chercher des dizaines de milliers de migrants, notamment en Afrique. Cela s'arrête. Les années 90, on va plus loin dans l'enjeu sécuritaire, c'est la sécurité interne, le problème de sécurité, je vais dire, de droit commun. Les gens qui tournent mal et qui sont issus généralement d'une immigration, pourtant de seconde, voire de troisième génération, qui peut-être dans certains cas devraient être considérés comme des citoyens, qui n'ont plus grand-chose d'ailleurs de relations souvent avec leur pays dont les parents étaient originaires, et se posent tous les enjeux de l'expulsion de l'extrême. Donc on voit là un problème de sécurité, je dirais, interne, rejet aussi des procédures de régularisation pour les irréguliers qui étaient fréquentes dans les années 70. On arrive bien sûr dans les années 90, fin 90, ça commence un peu plus tôt dans certains États européens avec les actes terroristes, la lutte absolue contre le terrorisme, 90 bien sûr qui culmine avec le 11 septembre, avec les amalgames douteux, les assimilations, les raccourcis critiquables qui peuvent être faits entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors je vous renvoie là-dessus aux travaux de l'école de Copenhague dans les années 90 qui sont assez éloquents, car en fait tout ceci, si l'on y réfléchit bien, repose plus cette approche, ce sentiment d'insécurité face à l'immigration, ce besoin de sécuriser l'immigration, repose plus sur un construit que sur un certain nombre de faits réels. Et en fait, on voit très vite que, par contre, la lutte contre l'immigration irrégulière, elle, va provoquer aussi un problème de sécurité. Un problème en stigmatisant, en criminalisant le migrant, crée un problème de sécurité tant pour les États d'origine, tant pour le migrant lui-même, bien sûr, pour les États de destination que pour les États d'origine et de transit. Face à cette crise, l'Amérique du Nord ne se fermera pas totalement à l'immigration, mais va développer des arsenals, et j'emploie le terme à dessein, normatifs et jusqu'à militaires pour se protéger. L'Europe, vous le savez, va bien sûr se fermer. On parlera de forteresse Europe et elle va utiliser son processus d'intégration pour, en définitive, lutter contre cette immigration irrégulière, processus d'intégration qui, bien sûr, parce que c'est une contrepartie au fait de faire tomber les frontières à l'interne, il faut se faire confiance pour le contrôle à l'externe. Et quoi de mieux que pour se faire confiance du contrôle à l'externe que de bloquer tout. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de mauvais choix faits. Et d'autre part, en fait, il y a également une collaboration, une plus-value, là comme dans bien des domaines, là comme dans bien des continents, à faire des choses ensemble en termes d'efficacité. Alors, tant du côté nord-américain qu'européen, on va voir la mise en place d'une véritable diplomatie, si vous voulez, progressivement, en matière d'immigration, visant à chercher la collaboration des autres États pour se protéger de cela. Alors, il s'agit, c'est mon premier point, et j'essaierai d'aller très vite, une diplomatie de lutte contre l'immigration irrégulière. Et maintenant, en 2021, on est en droit de se demander, ça sera mon deuxième point, si l'on ne devrait pas passer, ou si on ne va pas passer, soyons plutôt proactif, à une diplomatie de la gestion des flux migratoires. Alors, le premier point, une diplomatie de lutte contre l'immigration irrégulière,
en définitive, cela s'impose par la stratégie des États. La stratégie des États de ce Nord global qui veulent absolument que le migrant n'atteigne pas son territoire, en définitive pour des raisons logistiques et juridiques. Logistique, tout simplement, parce qu'après, je pense qu'il y a un micro ouvert. Excusez-moi, j'ai fait office d'autorité, j'ai coupé le micro. C'est votre faute, vous m'avez mis comme animateur. Donc, logistique, pourquoi? Parce qu'il est très difficile pour les forces de sécurité d'éventuellement éloigner quelqu'un, appréhender quelqu'un en situation régulière une fois qu'il est sur le territoire. Hein, où il y a a priori moins de contrôle que dans des zones frontalières. Bien sûr, également juridique, pourquoi? C'est moins dit, c'est caché parce que ce n'est pas élégant, mais l'idée, c'est que ces États européens ou nord-américains ont une normativité très protectrice pour toute personne qui se trouve sur elle, pas uniquement pour les citoyens. Et vous savez d'ailleurs que la bête noire des États européens, entre autres, eh bien, c'est la juridiction de la Cour européenne et celle de la Cour de justice de l'Union européenne qui, d'une certaine manière, veille au grain. Donc, il est évident que le migrant, même irrégulier, qui accède au territoire, sur le territoire, est séparé d'un sol américain ou des États-Unis, si vous préférez, ou canadien, eh bien, ma foi, il va être pris en charge par un corps juridique protecteur, ce qui ne veut pas dire qu'il pourra rester, mais des procédures devront être respectées. Je me dis qu'il y a en définitive dans cet état de nord global un courant donc global qui s'appelle l'extraterritorialité du contrôle. C'est ce qui va être mis en place. On repousse la frontière, si vous voulez, artificiellement pour essayer d'arrêter le migrant que l'on présuppose, enfin, qui est irrégulier, même s'il a des raisons objectives, peut-être que parfois subjectives, de venir. Et afin de réussir en cela, il va falloir une diplomatie afin de convaincre les États du voisinage, les États plus lointains, donc de transit et d'origine, de collaborer. Alors là, on voit se mettre en place deux diplomaties, hein, une diplomatie institutionnelle classique, je dirais un peu wilsonienne. En général, vous faisiez référence à la Société des Nations, vous vous souviendrez Wilson qui jugeait qu'on devait lutter contre la diplomatie officielle, secrète, que les institutions étaient là. Et donc, c'est cela qu'on voit, donc des rapports, les vecteurs classiques de diplomatie, les rencontres, avec une production normative, des accords hein, à la clé. En revanche, on va voir également une seconde diplomatie se mettre en œuvre pour obtenir cette collaboration, une diplomatie plus officieuse, où les accords et les rencontres sont parfois, même bien que connus, informels, les négociations moins transparentes et le résultat tout aussi moins transparent. C'est dans l'informel, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas des points de rencontre et de collaboration qui sont moins efficaces. Le juriste doit être humble en la matière et reconnaître que le diplomate-là a une certaine efficacité. Alors, le premier point, la diplomatie institutionnelle classique, impliquant la production d'accords. Eh bien, oui, alors là, on a un cadre de négociation et le but avéré, c'est d'obtenir des accords, de matérialiser la collaboration dans des accords de droit international ou soumis au droit international, généralement. Alors, l'objet des négociations va être divers. Ça va être à l'occasion d'accords de commerce, ça va être en matière de coopération ou d'aide au développement, en matière de réadmission ou en matière de développement de capacités et de formation. Alors, vous avez cela entre les États du Nord global, entre eux, hein, ils vont faire ça, par exemple. Tout le monde connaît bien les fameux accords de Schengen ou la Convention de Dublin pour les États européens, peut-être un peu moins bien l'accord de tiers pays sûrs de 2002 entre les USA et le Canada. Après, on a des accords avec ce que j'appelle les pays du voisinage. Alors, pour l'Union européenne, ces pays du voisinage,
eh bien, c'est en définitive, et vous voyez se mettre en place comme une espèce de couronne, de cercle concentrique qui s'élargit, c'est d'abord les pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'espace Schengen. Et d'ailleurs, que l'on n'est pas pressé de faire entrer dans l'espace Schengen parce qu'ils forment un pays avec qui on peut collaborer et qui va stopper le migrant. Je pense ici immédiatement à la Bulgarie ou la Roumanie. La Bulgarie qui a demandé à être insérée dans l'espace Schengen depuis 2004, dont on pensait que ça allait être fait à 2020, et c'est toujours repoussé, alors que d'une certaine manière, elle offre quand même un certain nombre de garanties par rapport aux autres États de l'espace Schengen. Bien sûr, on pense immédiatement à la Turquie qui a, bien sûr, avec la fameuse déclaration de 2016, qui a fait beaucoup couler d'encre, ce 1 pour 1 des réfugiés, et qui est dans la droite ligne du plan d'action de 2015. Et cette collaboration s'est en fait avec ouvertement des espèces sonnantes et trébuchantes pour aider la Turquie. Pour la petite histoire, le plan d'action en 2015 prévoyait 3 000 milliards et moins d'un an après, face à la crise, ce qu'on appelle la crise, je n'aime pas ce terme, des migrants, la Turquie a demandé le double. Donc 2 fois 3 milliards avec les problèmes que ça pose. Du côté américain, vous avez la même chose avec le Mexique. 25 000 soldats mexicains déployés à la frontière sud, sur une frontière de 3200 km, ou 3004, excusez-moi, ça fait, j'ai calculé, à peu près un soldat tous les 100 mètres. Et ça, le gouvernement, l'administration Bush a convaincu en 2019 le gouvernement mexicain de le faire. Alors bien sûr, l'administration Biden dit qu'elle va regarder ces accords. Elle a également convaincu que les demandes d'asile faites pour les États-Unis, auprès des États-Unis, soient examinées en fait en sol mexicain, de manière à maintenir le migrant au Mexique et de l'éviter, encore une fois, qu'il atteigne les États-Unis. Alors, les pays plus lointains, je passe très vite, j'espère que je tiens mon temps, bien sûr, c'est les clauses de réadmission dans des accords, par exemple, les accords de collaboration, les accords ACP, mais pas que les accords ACP, plusieurs accords de libre-échange que l'Union européenne passe avec des États. On peut penser à l'accord avec l'Afghanistan, par exemple, de 2016. Bien évidemment, on a des accords d'États membres de l'Union européenne avec des États. Vous êtes bien passé pour le savoir au Sénégal avec la France et le Sénégal, l'accord la France-Sénégal et l'accord France-Espagne de 2006. Et également celui de l'Italie, de la Libye en 2017, l'Espagne et le Maroc, depuis 1992, renouvelés, refaits. Alors, j'en arriverai également à m'interroger sur maintenant une diplomatie plus officieuse qui parallèlement est mise en place. C'est les fameux accords de service ou de travail. Alors, bien sûr, on nous dit surtout ce ne sont pas des accords. Pourquoi? Bien parce qu'ils ne passent pas, ils ne respectent pas la logique d'un accord signé dans le cadre de l'Union européenne et du droit européen. C'est les accords signés, passés par Frontex, une vingtaine de collaborations avec leurs vis-à-vis, donc des accords de collaboration, et qui sont restés longtemps secrets. Jusqu'en l'automne 2020 où ils ont été publiés. Alors pour la petite histoire, la professeure Ndiaye avait demandé l'autorisation d'accéder à ces accords dans les recherches. Elle ne l'a pas eu. Son collègue à l'époque qui faisait sa thèse, M. Roberto Angrisani, s'est vu refuser l'accès et ils ont monté un argumentaire coinçant Frontex, qui a envoyé les accords. Je note que néanmoins, il a fallu que la lettre soit signée par un citoyen européen pour qu'il finisse par plier, parce qu'il y avait des procédures ouvertes aux citoyens pour obtenir à ces accords. Alors, ce sont des accords de travail, des accords informels, mais le problème, c'est quand même et c'est d'énoncer jusqu'au sein de l'Union européenne. Alors, ça ne remet pas en cause l'intérêt ou même l'efficacité de ces accords, mais
ils sont en marge d'un processus classique de relations internationales que veut l'Union européenne, mais on retombe sur ses pieds par des arguties juridiques pour justifier cela. Bien évidemment, vous le connaissez très bien, il y a le fameux partenariat Union européenne avec le G5 Sahel, hein, plus des États membres de l'Union européenne. Alors, bien sûr, c'est des opérations il y a plusieurs choses là-dedans, mais il y a des opérations de sécurisation et de lutte contre le terrorisme et lutte contre l'immigration irrégulière. J'en veux pour preuve un document émis que je vous présente, je vous enverrai les références, de l'Union européenne, où elle présente ce qu'elle appelle the European Union's Partnership with G5 Sahel Countries. Et dans le premier paragraphe, les trois raisons qui sont de ce partenariat, la troisième, c'est marqué « Tackling Irregular Immigration ». Donc, je pense que c'est clair sur l'intérêt qu'il y a dans cet accord. Alors, vous avez également les forums de concertation, bien évidemment. Le dialogue euro-africain que vous connaissiez mieux que moi sur la migration et le développement, le processus de Rabat de 2006, de Khartoum en 2008, qui touche beaucoup bien sûr à l'immigration irrégulière, et qui va déboucher bien sûr aussi sur la Valette, sur le plan d'action de la Valette, qui vise également à développer cette collaboration que recherchent donc à tout prix les États européens. Selon les observateurs, et ça ne veut pas dire qu'ils le cautionnent, ils ont l'impression que la collaboration, la diplomatie, et ce en quoi croient le plus les États, ça serait plutôt cette diplomatie informelle que la diplomatie précédente, plus classique, qui mène à des accords. C'est quand même paradoxal, on a tout un tas d'accords qui sont présents, mais on sent bien que la collaboration, elle se fait de service à service et qu'elle est efficace par ces rencontres-là. Je me mets d'ailleurs sur ce plan d'action pour dire quand même qu'il y a quand même une annonce qui est quand même intéressante, où on évoque déjà les avantages d'une immigration dans ce plan d'action de la Valette, de la migration. J'ai encore quelques minutes, s'il vous plaît, pour passer. Oui. Et ça m'amène à… oui, c'est très pertinent. Pour rester dans le temps, on vous donne quelques minutes. Oui, vous me laissez combien de temps pour être simple? 3 minutes, c'est correct? Combien? 3 minutes. 3 minutes. Je suis du sud de la France, donc ça fait 3 minutes et demie. Pas de carrefour toulousain. Alors, ça m'amène à mon second point. Est-ce qu'on ne devrait pas passer à une diplomatie de la gestion des flux migratoires? Pourquoi me pose cette question? Premièrement, parce que, nonobstant les moyens militaires, sécuritaires, humains, financiers mis en œuvre, la lutte contre l'immigration irrégulière et la diplomatie mise en œuvre, je dirais, montre ses limites. Cette sécurisation montre ses limites. D'une part, on se rend bien compte que les États font de plus en plus qu'il n'y a pas, on ne ralentit pas le taux de l'immigration, si vous voulez. Les États ont de plus en plus de mal à contrôler, à empêcher l'entrée de migrants sur leur territoire, que ce soit ce que l'on appelle péjorativement, je n'aime pas cette expression, les caravanes sud-américaines ou centra-américaines qui remontent aux États-Unis, ou effectivement, chez nous, entre l'Afrique et l'Europe, le passage à l'Est, le passage en Méditerranée centrale ou occidentale, ces trois passages. Et ceci, en définitive, cette absence de voie légale pose des problèmes parce qu'il nourrit bien évidemment un trafic. Plus on a une immigration contraignante, plus on lutte contre quelque chose, plus le trafic devient lucratif en fait. Et c'est un problème. C'est un problème pour le migrant, c'est un problème pour les États de destination, d'origine et de transit. C'est un problème pour le migrant, je n'irai pas par quatre chemins, 25 000 morts depuis quelques années dans la Méditerranée, des centaines et des centaines de morts dans le passage entre le Mexique et les États-Unis et dans le désert de l'Arizona, l'Afrique qui est le second passage de migrants le plus dangereux au monde après la Méditerranée.
Bien évidemment, violence, agression, et surtout une spirale, parce que si vous êtes clandestin, eh bien, ma foi, la spirale de l'exploitation peut vous happer lors de votre cheminement ou même à votre arrivée, et vous pouvez vous retrouver dans des réseaux de traite, voire dans des réseaux d'esclavage, comme on l'a vu en Libye. En ce qui concerne les États de destination, bien évidemment, ça pose des problèmes. Développement de la criminalité liée à l'immigration sur ces États. Hein. Regardez le secteur peut-être un petit peu de l'agriculture en Italie et là où jadis il y avait des immigrants qui venaient d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. On peut, bien sûr, on ne peut pas minimiser l'image des États. Souvenez-vous les images du petit Eliane sur les côtes turques, mort, et l'impact que cela a eu pour les États de l'Union européenne, impact négatif. Souvenez-vous de la Libye, de ce marché aux esclaves, des mesures, des camps, et de l'impact à telle enseigne qu'il y a un rapport du Conseil de l'Union européenne lui-même qui a fuité, qui relevait l'incapacité de contrôler ce qui se passait en Libye et qui appelait à des actions immédiates pour que ça cesse. C'est un rapport qui a fuité, ou encore bien sûr de la mission d'appui des Nations Unies en Libye avec le Haut Commissariat qui appelait l'Union européenne à changer totalement de politique. Par ailleurs, ça crée une dépendance. Oui, j'arrive. Je peux continuer ça une minute. Alors, ça crée une dépendance pour les États, indéniablement, qui sont, on l'a vu avec la Turquie, à la merci d'une réouverture. Pour les pays d'origine, cette diplomatie, elle aussi, est fâcheuse parce que tout devient conditionné à la collaboration dans la lutte contre l'immigration ou la rétention. Tous les accords, il y a toujours des accords. Ça crée des facteurs d'instabilité et d'insécurité, vous le savez mieux que moi, puisque ces groupes ont plus de facilité à se développer dans des pays où il y a des problèmes sécuritaires parce qu'ils s'y développent mieux. On peut penser au Mali, on peut penser à la Libye, mais ils contribuent à renforcer cette insécurité. Donc, on a des situations de pays qui sont placés en ce que j'appelle en de polyinsécurité, avec une synergie fâcheuse qui n'est pas propice à la stabilité internationale, d'où peut-être une nécessité de développer une diplomatie de gestion des flux migratoires, car ces États européens, ces États nord-américains, malgré le discours politique ambiant qui est installé depuis 40 ans, ont un énorme besoin de main-d'œuvre. Le ministre portugais disait en 2019 « J'ai besoin de 8 à 9 millions de personnes pour maintenir mon système ». Le ministre portugais a jeté un pavé dans la mare, le premier ministre portugais, en disant la même chose il y a quelques mois. Les chiffres de l'ONU sont là. Et par ailleurs, les mouvements migratoires ne bougeront pas. Ils vont s'amplifier, probablement, notamment avec les changements climatiques. Alors, il faut espérer qu'on a un premier instrument. On en parlera peut-être pendant la période des questions, parce que sinon, Charlène va me faire les yeux tout rouges et je serai interdit d'OMIRA ou expulsé de l'OMIRA. En fait, on a les fameux pactes. Les fameux pactes, notamment le pacte sur l'immigration, qui peuvent nous donner, qui ne sont que de la soft law, mais je vous rappelle que quand, en droit international, on commence à s'occuper d'un problème, ça veut dire que ça a tendance de plus en plus à être exclu du domaine réservé des États. Alors, c'est peut-être de la soft law, mais cela donne des indications. Certaines phrases ne sont pas sans rappeler ce qu'on a vu déjà à La Valette et je dirais, imposé les États partenaires de l'Union européenne sur l'intérêt de la migration et notamment, il est marqué d'optimiser les avantages globaux de la migration. Il est clair que l'on n'arrête pas une vague de migration, qu'on n'arrive pas à l'arrêter et que les États européens et les politiques sont pris dans un discours de 40 ans, pour les raisons que j'ai évoquées dans mon introduction, et qu'il faut en sortir parce qu'il y a un besoin pour eux, un besoin énorme de main-d'œuvre. On voit des clauses de mobilité de la main-d'œuvre apparaître dans les accords de commerce, par exemple, pour les compenser. Donc, il va falloir probablement développer ce que j'appelle une diplomatie de la gestion des flux migratoires et arrêter celle de
lutte contre l'immigration irrégulière qui visiblement ne donne pas grand résultat. Je vous remercie et vous prie d'excuser ma longueur. Merci beaucoup, professeur. Ce fut un cours magistral. Je pense que j'ai fait preuve de zèle parce que je vous ai tellement écouté que j'ai oublié le timing. Très bien. L'auditeur va m'excuser. C'est très pertinent de nous apporter votre expertise en tant que juriste et la diversité des exemples et se baser sur les accords de l'Union européenne qui sont d'actualité et très pertinente dans le contexte parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Aïssi, la conférence se passe en Afrique de l'Ouest, le Sénégal en particulier, qui est la porte de l'Afrique de l'Ouest, en fait, puisque c'est le pays géographiquement le plus avancé à la mer et qui est aussi la porte de départ de candidature. Donc, l'hémorragie humaine, nous la sentons dans la mer comme ça se passe dans un désert américain ou encore le désert africain. Et merci de nous avoir rappelé le 60e anniversaire de la convention diplomatique qui se fête. Et c'est important de nous rappeler que la diplomatie, la sécurité et paix internationale, il est important de tenir le facteur immigration dans les négociations. Le fait de construire une logique qui est basée sur les droits humains et sur la pertinence de la porosité des frontières et l'évolution de, excusez-moi, je me perds un peu dans mes notes, l'évolution de la dégénération de la sécurité que vous avez dit est une phrase qui m'a vraiment, qui est venue me chercher parce que l'évolution de la dégénération de la sécurité concernant les migrants rejetés est une procédure à revoir parce que ça devient un facteur de l'insécurité dans la mesure où ces gens marginaux, au nom de la survie, doivent plus ou moins trouver une façon de vivre et de gagner leur vie. Et nous vous remercions de nous avoir fait la genèse des années 70 à 11 septembre, qui a été décisif, en nous parlant des travaux de Copenhague, en nous parlant des modes de l'immigration concernant vos points. Et puis, je ne vais pas trop m'étaler. Vous nous avez parlé de la diplomatie institutionnelle, vous nous avez parlé aussi de la normativité protectrice qui sont liées à certaines négociations européennes. C'est très important. Et quand vous parlez de la diplomatie de gestion des flux migratoires, nous ne pouvons qu'applaudir de par la position de l'OMIRA, de par l'impact de l'immigration par rapport aux enjeux géostratégiques qu'il entraîne, notamment l'insécurité et le trafic d'humains dans la zone du G5. Et je ne vais pas trop déborder parce qu'il faut gérer le temps. La bonne nouvelle est qu'il semblerait que le doyen Aluntine est absent, donc nous aurons un peu plus de temps pour discuter. Tout de suite, nous allons passer la parole à Madame Kamisa Camara. Pour une fois, nous terminons avec une grande dame. Vous comprendrez pourquoi dès la fin de son intervention. C'est à vous, Madame Camara. Merci. Merci beaucoup, Madame Jai, et bon après-midi à tous. Alors, c'est un honneur pour moi de participer à cette rencontre. D'abord parce que j'ai travaillé de façon très rapprochée avec Partners West Africa, avec le général Cissé, qui était un ami, qui était un mentor, qui était un tonton, une personne qui m'a donné beaucoup de soutien dans ma carrière professionnelle, et je m'incline devant sa mémoire. Je suis donc ravie que Partners West Africa se rappelle le général Lamine Cissé et que sa mémoire soit rendue de cette manière. Alors, je vais essayer de ne pas être très, très longue, mais les personnes qui sont passées avant moi ont été assez complètes dans la manière dont elles ont présenté la question de la diplomatie préventive et de la manière dont les États africains utilisent cette diplomatie préventive dans le cadre des conflits
régionaux et internationaux, et nous avons une bonne vue sur l'histoire même de la diplomatie dans nos différents pays. Alors, comme Madame Ndiaye l'avait dit à l'entame de son propos, j'ai été ministre des Affaires étrangères du Mali entre 2018 et 2019. Et jusqu'à 2020, jusqu'au coup d'État, j'ai été secrétaire générale à la présidence. Donc, j'ai pris fonction au Mali à une période, je dirais, de haute tension. Et le Mali, en tout cas dans la région de l'Afrique de l'Ouest, est peut-être le pays qui a connu, en tout cas dans l'histoire récente politique de nos pays, le plus d'efforts de diplomatie préventive. D'abord parce que en 2012, comme vous le savez, le Mali a connu un coup d'État et juste après, il y a eu beaucoup d'efforts diplomatiques afin que le Mali puisse organiser des élections présidentielles en 2013, ce qui s'est fait. Nous avons ensuite traversé certaines turbulences pour parvenir à la formulation d'un accord pour la paix entre les rebelles qui avaient pris les armes contre le gouvernement en 2011 et pour pouvoir les intégrer dans un Mali qui devait former un tout. Donc ces efforts, les efforts diplomatiques qui ont permis à l'aboutissement de la signature de l'accord de paix d'Alger a été donc dirigé par l'Algérie, mais plusieurs pays de la sous-région, dont le Sénégal, ont également été impliqués de manière indirecte. J'aimerais aussi dire que dans le cadre du Mali, la question de la diplomatie préventive est aussi complexe que la situation malienne l'est. La question de la diplomatie préventive a tout son sens au Mali et nous avons travaillé et continuons de travailler au Mali avec l'organisation régionale qui est la CEDEAO. Et j'aimerais ici donner un exemple pratique qui est l'implication de la CEDEAO dans l'avant-coup d'État d'août 2020. Pour ceux qui ont suivi les développements au Mali, vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a délégué l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan comme étant son porte-parole et son représentant au Mali. Goodluck Jonathan a eu donc plusieurs rencontres, plusieurs visites au Mali et était souvent accompagné d'une équipe qui rencontrait très régulièrement le chef de l'État, les différents ministres du gouvernement, mais également les différentes parties prenantes qui prenaient en fait les rues de Bamako assez régulièrement pour exprimer leur mécontentement envers le régime en place. Et donc moi personnellement à mon niveau, j'ai bien vu que la CEDEAO était grandement préoccupée par la situation du Mali, qu'elle fournissait tous les efforts possibles pour prévenir ce qui est arrivé en août 2020. Donc certains d'entre vous me demanderont, mais alors est-ce que la CEDEAO a échoué? Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans le cadre de la situation du contexte malien, il n'y a pas eu un échec de la diplomatie préventive? Alors je vous dirais que je pense que la diplomatie préventive a été essentielle et a été clé dans la manière dont les événements se sont déroulés. Et je peux même dire qu'on aurait pu avoir un dénouement assez différent de celui que nous avons eu. Pour ne pas dire que c'était, comme on dit en anglais, the best case scenario. Les leçons que je tire d'un point de vue personnel des efforts de diplomatie préventive au Mali en 2020 sont les suivantes. La première, c'est que la diplomatie préventive ne fonctionne pas en solo. Elle ne peut pas fonctionner en solo. Vous avez besoin d'efforts politiques, donc de volonté politique, afin qu'elle soit pleine de succès. Vous avez également besoin d'une prise en charge des griefs qui sont souvent envers les différentes parties prenantes à un conflit, mais aussi envers les États. Et les acteurs qui sont impliqués dans cette diplomatie préventive doivent avoir une connaissance parfaite des différents acteurs qui sont impliqués dans la crise en question.
Deuxième point que j'aimerais faire, c'est que cette diplomatie préventive, et cela a été mentionné par mes prédécesseurs, est mise en œuvre par de nombreux acteurs. Pas simplement par les diplomates. Et je dois dire que, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, je peux vous dire que c'est très, très difficile lorsque vous êtes dans une position où vous êtes censé mettre en œuvre une politique étrangère, donc à travers des actes diplomatiques, d'avoir tout un groupe de personnes avec des agendas divers et variés qui travaillent en fait en même temps que vous sur les mêmes sujets. Vous avez donc des chefs d'État qui sont dans cette diplomatie préventive. Vous avez des militaires qui sont dans cette diplomatie préventive, peut-être même sans le savoir. Vous avez des organisations de la société civile qui font de la diplomatie préventive, peut-être sans le savoir non plus. Vous avez les parlementaires également. Mais je dirais que la multiplicité des acteurs qui sont impliqués dans cette question de diplomatie préventive peuvent également compliquer la situation qui est le sujet des discussions et peut des fois faire déraper aussi certains débats et on peut se retrouver dans des situations assez dramatiques. Je conclurai par ceci. Dans la diplomatie préventive, vous avez souvent, comme dans le cas du Mali, des organisations supranationales, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, qui sont impliquées. Et il y a souvent une grande incompréhension entre les populations qui ne comprennent pas vraiment qu'une organisation sous-régionale puisse venir et leur dicter et dicter à l'État ce qu'il doit faire dans une crise donnée. Je l'ai vu au Mali lorsque la CEDEAO s'est déplacée à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, la dernière visite officielle de la CEDEAO, c'était les chefs d'État de la CEDEAO qui ont pris leur avion et qui sont venus à Bamako rencontrer les différentes parties prenantes à la crise. Et à la fin de leur visite, nous avons eu un rapport détaillé avec des recommandations assez précises qui n'étaient pas différentes de celles que l'État avait entreprises à l'époque, mais qui étaient là un peu pour soutenir et donner de la légitimité à ce que l'État voulait faire au Mali. Donc, c'était quand même assez difficile à expliquer que la CEDEAO ou ce que la CEDEAO préconisait allait bien au-delà de ce que l'État malien comptait faire dans ce cas de figure. Personnellement, je suis pour le renforcement des organisations régionales et continentales pour prévenir les conflits et les coups d'État. Et je dois dire que dans le cadre de la diplomatie préventive, il y a beaucoup à faire, mais il y a également une grande sensibilisation à faire parce que n'oublions pas que le contexte a changé. Ce qui était de la diplomatie il y a 10 ans n'avait pas à rendre des comptes à Facebook et à Twitter et à toute cette audience qui sans cesse remet en question tout ce que vous faites en tant que diplomate ou en tant qu'État. Et donc, ceci a contribué je pense, à affaiblir cette diplomatie qui, normalement, devrait être, pas normalement, je ne sais pas le mot que je voulais utiliser, cette diplomatie qui dont le dernier mot, en fait, devrait revenir à l'État. Mais la question des réseaux sociaux, j'espère qu'elle sera abordée dans les questions et réponses à la fin de nos différentes présentations. Je m'arrêterai là. Merci. Merci, Madame Camara. C'est très pertinent comme intervention et je suis certaine que vous en avez encore à dire parce que vous avez été des deux côtés en tant que diplomate nommé ministre des Affaires étrangères au Mali, mais aussi en tant que bailleur ou accompagnateur d'organisations dans la sous-région. Et effectivement, vous apportez un autre point concernant la diplomatie préventive. Et comme vous le dites, dans votre cas, c'était the best case of scenario, mais dans le contexte du Mali. Et le fait que pour la réussite de la diplomatie, il est important que tous les acteurs, surtout locaux et décideurs, soient impliqués. Et nous vous remercions par rapport
à votre point et aussi nous retenons le fait que vous parlez de renforcer les organisations continentales dans la prévention des conflits et aussi pour consolider très certainement la paix et la sécurité. Je vous remercie et je pense que tout de suite nous allons ouvrir les débats, à moins que vous ayez, chers panélistes, quelque chose à rajouter avant qu'on commence la série de questions. Mon général, Monsieur Aïssi, est-ce que vous avez des choses à rajouter pour l'instant? Professeur Delas? Votre micro est fermé. Non, non, pas spécialement. J'ai été interpellé par les propos de Madame Kamisa Camara pour les médias sociaux. Et par rapport à mon intervention, justement, je parlais de l'image des États européens, des images du petit Elan. Effectivement, ça me semble être un facteur avec lesquels les diplomates officieux ou officiels doivent dorénavant, je dirais, s'y habituer ou peut-être même jouer avec. Nous allons commencer les débats, mais certainement nous allons absorber la demi-heure de discussion. Donc, nous aurons fini à 13h30, enfin, nous aurons fini à 5h30, comme convenu, étant entendu qu'il y a eu 30 minutes de retard. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir? Si oui, je vais juste leur demander de lever leur main virtuelle. Et je rappelle tout simplement qu'il faudra être concis, poser directement la question, la caméra ouverte, et aussi respecter le temps de parole et ne pas voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame, je me permets de vous indiquer que vous avez une question dans la fonction conversée de l'ambassade de Suisse. Oui, je viens juste de la voir. C'est une question de François Djen, Sénégal. L'ambassade du Sénégal de Suisse souhaite prendre la parole. Ah, d'accord. OK. Vous avez la parole, le représentant de l'ambassade du Sénégal en Suisse. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Madame, vous m'entendez? Oui, mais je vous prie d'ouvrir la caméra parce que c'est une convention qui a été... Alors, je pense que c'est actif. Oui. Merci, madame. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis l'ambassadeur Kolisek, ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Je me réjouis de participer à ce colloque international en hommage au général Lamine Cissé, qui fut effectivement un homme de valeur et de principe et qui a servi son pays de manière fort remarquable et éloquente. Au-delà de sa riche carrière militaire, dont un aperçu nous a été donné, ce matin, le général Cissé aura été un grand homme d'État et un des artisans de la première alternance politique du Sénégal intervenue le 19 mars 2000. Assurément, il constitue une référence et un symbole qui doit servir de source d'inspiration. Je félicite également l'ONG Partner West Africa Sénégal pour cette heureuse initiative, ainsi que ses partenaires qui l'ont accompagné. Je voudrais également féliciter les panélistes pour la qualité de leur présentation qui nous ont permis de mieux appréhender le rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité. Pour ma part et en guise de contribution, dans ce panel, je voudrais brièvement prendre pour exemple le Sénégal, revenir sur notre pays et rappeler l'engagement sans faille de la diplomatie de notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale sur le terrain de la promotion de la paix et de la sécurité. Il convient de rappeler qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies a érigé le maintien de la paix et de la sécurité internationale au rang des priorités de la diplomatie mondiale. Le Sénégal y a largement contribué en combinant harmonieusement les actions de sa diplomatie et de son armée. Le rôle de l'armée dans les OMP a été évoqué avec brio par certains orateurs. C'est ainsi que notre armée a été et demeure un bouclier efficace au service de la paix en Afrique et dans le monde. Il en est de même pour notre diplomatie et cela rejoint le thème du jour.
En effet, le Sénégal a toujours eu comme boussole pour sa diplomatie. Je m'excuse de vous interrompre. C'est une période de questions. J'apprécie vraiment votre intervention, mais il y a des gens qui ont des engagements, surtout en Amérique du Nord, etc. Ils vont devoir quitter. Malheureusement, je dois vous interrompre. Merci pour votre contribution. On pourra voir en fin de discussion si on peut vous redonner la parole. Tout à fait. Nous allons procéder ainsi. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Merci. Donc, je vous rappelle que dans la foulée, que d'ailleurs, Madame Camara doit quitter. Alors, professeur Ndiaye avait demandé la parole, mais nous allons demander à l'audience s'il y a une question pour Madame Camara afin que nous puissions la libérer. Il y a des questions. Moi, j'avais une question, Madame Ndiaye. Est-ce que je peux parler? Merci beaucoup. D'abord, je suis très honorée de participer à cette belle rencontre, ce colloque qui regroupe des panélistes de haut calibre, dont le général Gueye, Madame Kamisa et le professeur Olivier Delas, mais aussi d'autres intervenants. Je remercie aussi la collègue Ndiaye Adjaratou qui, à travers son organisation Partners et ses partenaires qui ont organisé cette belle activité, qui rend hommage à un des hommes qui, je me rappelle, en étant étudiante à l'époque à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté de droit et qui organisait les élections comme observatrice à l'époque pour réguler un peu ce qui se passe. Et je reprends juste là où monsieur l'ambassadeur terminait en disant comme le Sénégal utilise la diplomatie, en tout cas, joue un rôle extraordinaire en matière de diplomatie, que ce soit en Suisse, mais un peu partout dans le monde. Et non seulement l'État le fait, mais aussi le peuple sénégalais à travers ses fils et ses filles le font un peu partout, que ce soit dans les milieux universitaires et autres. Alors moi, j'ai une question par rapport à Madame Camara. Alors, par rapport à son rôle de politique, etc. Je pense que la question le fait qu'il y a plusieurs facteurs ou il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la diplomatie préventive font de cette diplomatie préventive-là quelque chose qui a quand même fonctionné et je pense que ça a été dit, même si actuellement on constate qu'il y a une certaine limite, qu'on a besoin en fait d'aller vers plutôt à une dimension africaine, plus régionale, plus locale en fonction des besoins. Moi, ma question, c'est juste, est-ce que, en parlant d'acteurs de société civile, est-ce qu'au Mali, les femmes ont pu jouer un rôle important dans cette gestion de crise-là, parce qu'on voit de plus en plus, et j'amène le débat vers la question où je me spécialise le plus, c'est la question de mobilité urbaine. Je sais qu'en raison du conflit qui existe ou des problématiques de sécurité qui existent au nord du Mali, on a constaté quand même qu'on a, selon les chiffres, les dernières données, plus de 200 000 personnes de réfugiés en quelque sorte. Et c'est comment les femmes au Mali contribuent-elles? Et parlant des femmes au Mali, je donne aussi l'exemple d'aller un peu plus vers l'Afrique de l'Ouest, etc., d'autres pays. Comment dans la gestion, parce qu'il est clair, et je pense que ça a été soulevé, jusqu'à maintenant, les chefs d'État ont proposé des solutions. La diplomatie préventive a fait son temps. Il faut voir autre chose, il faut aller au-delà de ce qui nous a été proposé en fonction de nouvelles réalités, des nouveaux besoins des populations. Et je pense que les femmes ont un rôle important à jouer par rapport à cette gestion-là, que ce soit des crises, pour l'instauration d'une paix définitive, durable, qui permettrait à tout un chacun en Afrique de s'épanouir et qui nous empêcherait d'ailleurs de comptabiliser plus de 50 000 morts dans la Méditerranée. Sur ça, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a une question de Ndola Njon qui va passer, puis après il y a Ouren Ndiaye qui a demandé la parole. Merci. Je ne sais pas si vous voulez peut-être... je préfère que vous répondiez au fur et à mesure. Ok, donc non, par rapport à l'implication des femmes dans la prévention des conflits, donc à savoir qu'avant mes responsabilités gouvernementales, j'ai beaucoup travaillé avec la société civile. Je les ai financés à travers le NED, la Fondation nationale pour la démocratie, là où j'étais responsable des programmes Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Dans le cas malien, les femmes ont énormément contribué.
à la prévention des conflits, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit les femmes juristes, que ce soit les femmes dans le domaine médical. Elles se sont énormément mobilisées. Et je le dis parce que j'ai rencontré énormément de groupes de femmes qui venaient, et c'était vraiment de leur initiative personnelle, qui venaient me voir en tant que secrétaire générale à la présidence, sachant que j'avais disons une connexion directe avec le président de la République, me donner des recommandations très pertinentes par rapport à la résolution de la crise que nous avions rencontrée donc depuis le mois de juin 2020. Donc leur contribution, leur participation, leur volonté de voir leur pays revenir à un calme normal était présent et à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vais vous lire rapidement la question de Dolan John. Il dit: je voudrais chaleureusement remercier et féliciter Partners West Africa Sénégal et les panélistes. Ma question est la suivante. Quelle place donnez-vous à la culture dans la diplomatie préventive, dans le contexte sécuritaire sahélien en particulier? Dr Dolan John, SEDS Dakar. Est-ce qu'il y a un volontaire pour répondre à cette question? Général Gay, je pense que tantôt vous avez parlé de la diplomatie préventive. Allô? Excusez-moi, je me suis trompée. Monsieur Aïssi, tout à l'heure, vous avez fait le constat de l'échec de la diplomatie préventive qui a échoué, alors que Madame Camara a plus parlé de la diplomatie préventive comme un outil qui a permis plus ou moins de négocier durant les périodes noires du Mali. Et il y a une question à ce sujet. Le docteur John voudrait savoir, dans toutes vos expériences, quelle place donnez-vous à la culture? Je vais juste vous rappeler que nous devons arrêter à 17h15, telle est la consigne reçue. Et le temps que les panélistes répondent à cette question qui sort quand même un tout petit peu du cadre des réflexions, parce que nous avons une diplomate qui est aussi un membre de la société civile. Nous avons un général qui a servi pour les Nations Unies. Nous avons un fonctionnaire des Nations Unies et nous avons un professeur de droit spécialisé. Certainement que la technique, le degré de... pas le degré, mais je veux dire, les interventions sont très ciblées. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre certains écarts par rapport à certaines choses. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Jai. C'est à vous. Warren Jai, vous avez demandé la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Je me joins à toutes les félicitations qui ont été adressées ici à ce magnifique colloque que nous espérons aura une continuité. Moi, mon intervention, c'est plus une suggestion et en même temps peut-être une question que je vais adresser au général Babacar Gaye pour que cette question puisse avoir une personne directe qui pourrait y répondre. J'ai entendu tout à l'heure les questions. On se pose la question depuis tout à l'heure, est-ce que la diplomatie préventive marche? Et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autre approche? Mais moi, ma question, c'est, à mon avis, c'est mon avis personnel, une diplomatie préventive, elle est toujours très importante. On dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on ne peut pas occulter l'importance de cette diplomatie préventive. Mais en questionnant la diplomatie préventive et est-ce que ça ne marche pas, on a fait appel à l'importance justement à parallel diplomacy. Et moi, je pense que c'est là qu'on devrait jeter plus l'œil en se disant, oui, la diplomatie préventive, elle est importante, mais comment la rendre plus inclusive? Et c'est là qu'on fait appel à tous les acteurs indéniablement qui, ces dernières années, se sont impliqués de force ou de gré à la diplomatie et on lui a donné une forme de parallèle diplomatie. Donc, la question indéniablement au général Babacar Gaye directement,
Général, comment pensez-vous que la diplomatie préventive pourrait renforcer, en tout cas, l'efficacité de... je veux dire, la diplomatie parallèle pourrait renforcer l'efficacité de la diplomatie préventive. Et merci à tous les excellents panélistes aujourd'hui. J'étais honorée de voir Kamisa parmi ou je dirais Madame la ministre Kamisa parmi les présentateurs. C'était bon d'avoir une femme parmi les présentateurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Général, vous avez la parole. Très bien, je ne serai pas très long. Je vous remercie pour votre question. Je pense que la question que vous posez est une question d'ordre systémique. Ce n'est pas seulement par rapport à la diplomatie préventive, c'est par rapport à la paix et à la sécurité. Comment prendre en compte aujourd'hui tous ceux qui sont reconnus comme des acteurs pertinents de la paix et de la sécurité dans le cadre justement du concept de sécurité humaine. Je l'ai dit dans mon intervention, les Nations Unies, dans la charte à l'article 71, ont bien prévu que les ONG, la société civile en somme, aient une mission, un rôle consultatif. L'Union européenne a reconnu qu'elle devait associer à titre de consultation les organisations non gouvernementales, ceci en 2003. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est justement d'avoir un cadre qui soit un cadre de plus en plus formel pour que, en somme, tous les acteurs qui en fait sont des capteurs puissent venir et contribuer à la paix et à la sécurité. La difficulté sera bien sûr de comment les coordonner. Parce que tout le monde veut se coordonner, mais personne ne veut être coordonné. C'est mon premier point. Le second point, c'est que la diplomatie préventive, ainsi que l'a dit M. Aïssi, a montré ses limites. Nous avons eu des cas, je ne veux pas citer d'États africains, où tout le monde a vu que le feu couvait. Toutes les bonnes volontés, tous les mécanismes formels, tout le monde est intervenu pour éviter que l'irréparable ne se produise. Et l'irréparable s'est produit, tout simplement parce qu'il n'y a pas véritablement de levier. Il n'y a guère que des recommandations, des condamnations, mais il n'y a pas véritablement d'effet levier à la diplomatie. Ce sont face aux dynamiques internes des États, les diplomates, malgré tout ce qu'elles ont vu pour éviter que l'incendie n'éclate, n'ont pu que le constater. Mais ils ont immédiatement, dès après, repris le dessus pour essayer, comme l'avait dit Boutros Ghali dans la diplomatie préventive, au moins de limiter les dégâts. Voilà ce que je puis répondre. Tout à l'heure, il y a une question sur laquelle je voudrais dire un mot, c'était la place de la culture dans la diplomatie préventive. Je pense qu'elle a une place très importante. C'est l'interculturalité qui, justement, apaise les relations entre les gens de différentes cultures. Or, aujourd'hui, dans notre continent, en Afrique de l'Ouest en particulier, il y a énormément d'intervenants sur les crises. Donc, il faut souhaiter que les intervenants aient une approche interculturelle de leur action. Merci. Merci beaucoup, mon général. Effectivement, j'ai une question aussi pour M. Aïssi. Vous voulez intervenir? Allez-y, M. Aïssi. J'ai une question pour vous. Pouvez-vous nous dire concrètement le contenu de la diplomatie préventive en Afrique? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la place de la culture et peut-être dire ce que le général vient de dire parce que c'est tellement important. La citation du président Senghor que j'ai donnée tout à l'heure en 1963, le président Senghor dit « Sans paix, il n'y a pas de civilisation ». Et quand vous lisez les mémoires du président Diouf, il ressort que pour le président Senghor, sans culture, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de civilisation. Donc la place de la culture est fondamentale. C'est justement ce qui me pousse, pour certains, à proposer une approche africaine de la diplomatie préventive. Madame Camara l'a dit tout à l'heure, la diplomatie préventive marche quand on a une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance des acteurs. Et qui est mieux placé pour connaître les acteurs Sahel au Mali aujourd'hui que les Maliens et les Ouest-Africains?
parce que ces gens sont nés dans ce milieu, les femmes, les hommes qui vivent dans cet environnement savent comment leur société fonctionne et généralement ils savent pourquoi est-ce que nous avons la crise que nous avons aujourd'hui en l'expliquant par des causes qui remontent à plus de 50 ans. Donc la place de la culture est importante. La deuxième chose, il faut que ce soit clair, la diplomatie préventive est indispensable. Son rôle est déterminant. C'est pas le concept qu'on met, c'est pas le concept qu'on met en cause, c'est une question, comme l'a dit le général, d'organisation systémique. Comment nous réorganisons-nous pour que la diplomatie préventive marche, étant donné que le modèle que nous connaissons depuis 50 ans a montré ses limites. Donc, adapter la diplomatie préventive à notre environnement sociopolitique et culturel. Et deuxièmement, faire jouer aux acteurs africains le rôle principal dans la gestion des crises, ne serait-ce que parce que non seulement ces acteurs connaissent mieux leur environnement, ils ont aussi le temps. L'ambassadeur Lagda Brahimi disait qu'il a publié un article qui s'appelle « Les 7 péchés capitaux de la diplomatie préventive de la médiation ». En tête, il met l'arrogance et l'ignorance. Quand on ne connaît pas le milieu, on va prévenir les crises, on ne peut pas bien travailler. Et si en plus on n'admet pas qu'on est ignorant et qu'on arrive avec l'arrogance des experts, c'est la catastrophe. Donc voilà ce que je voulais dire sur la place de la culture. Et concernant la question, pouvez-vous nous dire concrètement le contenu de la diplomatie préventive? Oui, le contenu, la diplomatie préventive, c'est tout simplement un terme qui sonne assez compliqué, mais j'ai donné la diplomatie préventive à 3 objectifs définis par le professeur Boutros Ghali quand il était secrétaire général des Nations Unies dans un document qui s'appelle l'Agenda pour la paix. La diplomatie préventive a 3. Voilà. Le général l'a défini dans son exposé, et ici, le professeur Boutros Ghali dit « La diplomatie préventive consiste à éviter que les différends ne surgissent entre les parties, empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert, et si un conflit éclate, faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. » Donc, prévenir, contenir et empêcher que le conflit s'étende empêcher que le conflit s'étende le plus possible. J'espère que le général, votre texte sera distribué aux participants. Merci beaucoup à M. Ayassi. Madame Camara, malheureusement, a dû se retirer en raison d'autres engagements professionnels. Je ne sais pas si aussi le professeur Delas est parti. Sinon, j'ai une question pour vous, messieurs les panélistes, avant de conclure. C'est-à-dire qu'en voyant l'expérience de la diplomatie préventive, le fait que le général Gay a vraiment campé le fait que les États ne donnent pas à la diplomatie la place qu'elle devrait occuper, et le fait aussi qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui interviennent, est-ce que ce n'est pas le temps de se poser de la question sur le profil du diplomate et son rôle? Parce que la culture, la compétence, l'attitude et les qualités requises pour être un bon diplomate sont mises en jeu, il me semble. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si je peux me permettre de répondre. Chevronnet, l'ambassadeur Seydou Noroba, qui a été pendant très longtemps notre représentant en Algérie, qui est présent dans la salle, que je salue. Je pense que diplomate, c'est un métier qui s'apprend. Et qui s'apprend par la pratique, dont le cadre le plus pertinent, c'est certainement le cadre multilatéral. Il se trouve qu'aujourd'hui, les domaines dans lesquels s'applique la diplomatie sont des domaines qui sont devenus extrêmement divers et extrêmement techniques. Ce qui fait que les techniques diplomatiques sont mises entre les mains de beaucoup de gens qui ne sont pas des diplomates,
mais qui utilisent ce que j'ai appelé la fonction normative de la diplomatie. Donc, par conséquent, il y a à la fois un élargissement du champ de la diplomatie et, comme je l'ai dit, un élargissement des acteurs de la diplomatie. Et dans le même temps, il y a une dépréciation de la diplomatie en ce sens qu'elle était avant l'outil exclusif des États. Or, on assiste, chacun le sait, au déclin des États et je dis aussi à une dépréciation des États du fait que le monde est fondamentalement injuste. Donc, au fond, je ne terminerai pas en disant que c'est un métier qui est en danger, mais c'est un métier qui est merveilleux, mais qui pâtit aujourd'hui de beaucoup de choses, de ce que je viens de dire, mais également et surtout de la vitesse de l'information, de la vitesse des réactions, de la multiplication des think tanks. En somme, ceux qui sont dans the core of the business, c'est-à-dire vraiment les diplomates de métier, eh bien, ils sont tout simplement assiégés. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, mon général. Je pense qu'il y a la professeure Ndiaye, en raison du départ du professeur Delas, qui voudrait jeter un mot avant qu'on fasse la conclusion. Non, en fait, merci beaucoup, Madame Charlène. Je voulais juste revenir parce que c'est moi qui vais poser la question dans le chat par rapport à la diplomatie préventive. Ma question, ce n'était pas de savoir c'était quoi le contenu de la prévention, de la diplomatie préventive que nous maîtrisons. C'était plutôt comme M. Ayassi, dans sa présentation, il a démontré combien actuellement la diplomatie préventive a des limites. Et puis, il a amorcé en fait une série de réflexions en disant qu'il faut préciser le contenu, il faut aller vers une démarche réflexive pour mettre de contenu. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi sa proposition. C'est quoi le contenu lui qu'il donnerait? Parce que je vois dans le chat aussi le colonel Diane qui dit est-ce que ce modèle-là à l'africaine peut être exporté? Moi, je pense avant de l'exporter, il faudrait mettre du contenu là-dedans. Et c'est la question que je posais à M. Ayessi et également au général Gueye. Si on va vers une diplomatie préventive à l'africaine, quels seraient les éléments qui constitueraient ce modèle-là? C'était vraiment juste ça. Puis je remercie tout le monde. Merci, au plaisir. professeur. Merci. En effet, je pense que M. Ayassi n'avait pas bien compris la question. Et il y a le colonel Diagne qui vient de poser la question, la diplomatie préventive à l'africaine est-elle un modèle pouvant être exporté hors du continent? C'est à vous, M. Ayassi. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus ici. Il y a une diplomatie préventive qui a 3 volets, comme En fait, je pense qu'il y a une confusion de langue qui se fait demain. Alors, je pense qu'il y a une confusion qui se fait. Absolument pas. Vous parlez d'un concept. Vous vous rappelez, dans les années 90, quand les transitions démocratiques ont commencé en Afrique, il y a eu un débat entre les académiques. On pose la question, est-ce qu'il faut démocratiser l'Afrique ou bien africaniser la démocratie? On se rend compte aujourd'hui que c'est un faux débat. Un État de droit, c'est un État de droit. Il respecte les droits de l'homme. Donc, il ne s'agit pas de créer une nouvelle diplomatie, mais de créer un système de diplomatie préventive qui tient compte des réalités africaines et qui tient compte du contexte africain et qui prend en compte la bonne connaissance de l'Afrique et de ses acteurs, comme l'a dit Madame Camara tout à l'heure. Et à partir de cette connaissance, mettre sur pied des modèles. Je l'ai dit tout à l'heure, le général Gueye a été chef d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Aucune opération de maintien de la paix de l'ONU ne peut remplir 209 tâches. Pourtant, on vous demande de le faire. En même temps qu'il faut veiller à la mise en place de l'accord de paix signé entre un gouvernant et 14 groupes armés. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour mettre sur pied ce que j'appelle une approche africaine de la diplomatie préventive? C'est une question que je laisse, toi que j'ai dit, j'espère que ce colloque aura une suite. J'ai cité quelques exemples qui montrent que le modèle de diplomatie préventive a atteint ses limites et qu'il faut réfléchir sur quelque chose de nouveau. Mettre sur pied un nouveau système. Quels sont les éléments qui entrent dans ce système? Le premier élément, on l'a dégagé déjà ici, c'est la culture. Au niveau politique, il y a des éléments, au niveau économique, il y a des éléments, au niveau financier. Vous ne pouvez pas réclamer l'appropriation de la gestion des crises en Afrique sans mettre sur la table les moyens qui vous permettront de contrôler et d'être maître de votre action.
Donc, c'est une question que je mets sur la table et qui demande réflexion, et j'espère que nous allons poursuivre cette réflexion après ce colloque en l'honneur du général Lamine Cissé. Merci. Merci, M. Ayassi. Donc, nous allons procéder aux conclusions, à moins que le professeur Delas veuille prendre la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, professeur? Non, je n'ai absolument rien vraiment à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, on a souvent une vision du diplomate qui date du 19e siècle, c'est-à-dire la diplomatie, comme on disait en France, queue de pie. Je pense que celle-ci, elle est, elle est finie. Je pense qu'on en aura besoin parce qu'il y a des choses, des apparats, mais je dirais qu'on a décidé, à mon avis, de cultiver le diplomate en chacun des différents corps. On apprend ça dans les grandes écoles de commerce parce que négocier un grand contrat international, négocier le droit de s'installer avec un État, c'est un exercice diplomatique. Et ce n'est certainement, je ne pense pas que le général me reprenne, mais les militaires et la diplomatie de la défense est très importante. Qu'est-ce qu'une force de maintien de la paix? Bien sûr, c'est sans arrêt des gens qui se mettent au milieu de combats, mais c'est sans arrêt pour les officiers qui les commandent un exercice diplomatique en lien entre négociation, fermeté. Et donc, je pense qu'effectivement, cette diplomatie, il y a peut-être un élément quand même nouveau. C'est justement, mon prédécesseur le mentionnait, c'est ce développement d'une société internationale avec l'état de droit, le respect des droits de la personne, qui fait que maintenant, on considère, à tort ou à raison, moi je pense qu'il y a quand même des fois, il faut faire attention, mais qu'on ne plus, le diplomate, quel qu'il soit, ne peut plus parler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens où, franchement, il y a des fois, on considère des dirigeants, des hommes ou des femmes avec lesquels on ne peut plus négocier, avec lesquels il est très difficile de négocier. Et on en revient à la phrase de Madame la ministre tout à l'heure, l'image. Parce que leur image, au regard justement du respect de l'état de droit, au regard du respect des valeurs culturelles, des valeurs des droits de l'homme, est ternie. Et il est extrêmement difficile de négocier avec eux. Et là, le diplomate a quelques problèmes. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, très bien. Nous voilà à la fin de cette intéressante rencontre où nous avons eu vraiment des experts qui nous ont apporté leur vision par rapport à un thème très pertinent, parce que la diplomatie reste certainement irremplaçable dans son rôle d'alternative à la guerre, mais aussi elle est source de stabilité, promotion de la paix et la sécurité. Nous l'avons compris dans les multiples interventions, et notamment le général Gay a parlé de la place et du rôle de la diplomatie. Il nous a donné le rôle de la diplomatie alternative à la guerre toujours, diplomatie qui est en quelque part dépréciée par les politiques d'État et les nouveaux acteurs, mais dans la promotion de la paix, sous la deuxième partie du libellé de cette rencontre, dans la promotion de la paix et de la sécurité, M. Ayessi, sous un autre angle, nous a parlé un peu de l'échec de la diplomatie préventive en nous donnant des rappels que quand même des dirigeants des Nations Unies qui ont marqué l'histoire, que ce soit Boutros Ghali ou Kofi Annan, ou encore les grands acteurs gouvernants de l'Afrique d'antan qui ont mis l'Union africaine en place. D'un autre côté, concernant le rôle et la diplomatie, sous un angle plus précis concernant la sécurité, le professeur Delas nous a fait vraiment un voyage dans le temps et un historique très pertinent qui concerne en l'occurrence le rôle de la diplomatie, le fait que l'immigration soit un enjeu aujourd'hui qui vient influer dans les négociations et que pour se faire confiance, ce serait important de prendre en considération la question des flux migratoires dans la diplomatie en quelque sorte. Et Madame Camara nous a parlé en quelque sorte de son expérience dans la diplomatie, avec la diplomatie préventive dans le cas du conflit armé au Mali. Et par rapport à tout ça,
Je pense que d'abord, j'ai eu le privilège d'être votre modératrice dans un panel où c'était très technique, c'était très pointu. Mais nous avons eu l'opportunité d'avoir un militaire, un Saint-Cyrien, qui, de par une approche pluridisciplinaire et de par son expérience, nous a donné un volet pertinent. Nous avons un fonctionnaire des Nations Unies qui nous a donné aussi son vécu et son cheminement à travers ses conclusions. Nous avons un professeur émérite sur les questions de migration en Europe et en Amérique qui nous a donné aussi son point de vue, vu les enjeux qui sont nouveaux et qui viennent perturber un tout petit peu cette paix, ou tout simplement que la diplomatie puisse jouer son rôle convenablement. Et il y a aussi Madame Camara qui nous a rappelé la diplomatie dans sa prévention, mais aussi la nécessité d'appuyer les acteurs locaux pour pouvoir contribuer à la paix et à la sécurité. Ça revient à me conclure, mais de façon très prudente, parce que je n'oserais pas me mouiller dans des aspects qui ne sont pas mon métier, parce qu'après tout, je suis gestionnaire. Mais aussi, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Comme l'a dit le professeur Delas, est-ce que la diplomatie que depuis n'est pas passée mode? Comme l'a dit M. Ayessi, en rappelant les 3 principes, est-ce qu'il n'est pas temps que les gens s'asseyent pour pouvoir réfléchir à une alternative qui est plus adaptée aux réalités africaines? Comme l'a dit le général Gay, est-ce que les nouveaux acteurs qui viennent diluer un tout petit peu les négociations et l'État qui déprécie le rôle de la diplomatie ne devrait pas être en quelque sorte rappelé à l'ordre, dans la mesure où il faut revoir le rôle de la diplomatie, voir qui on envoie dans les négociations, surtout dans la diplomatie parlementaire, et éventuellement dans une approche pluridisciplinaire où politologues, sociologues, juristes et militaires et civils pourront se rencontrer pour pouvoir vraiment voir le nouveau rôle que la diplomatie pourrait jouer pour la promotion de la paix et la sécurité. Sur ce, je vous remercie de votre patience. Je remercie encore tous les panélistes d'avoir fait des prestations de qualité. Nous remercions partenaires, le CSA, je pense, et tous les partenaires qui ont contribué à faire de ce colloque une rencontre scientifique de haut niveau. Et je suis sûre que l'illustre célébré aujourd'hui, le général Cissé, est fier de ce qui se passe et que les notes scientifiques qui sortiront Mais au nom de tous les panélistes, je remercie notre très brillante modératrice. Merci, Charlène Rocher.